Guerre en Ukraine, boîte de Pandore nucléaire, inflation, taux d'intérêt, le timing. Le timing est-il enfin bon pour revenir à l'achat sur l'or? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 28 septembre 2022. Alors bienvenue chers amis, bienvenue. C'est une question importante, surtout dans le contexte d'incertitude actuelle. Pourquoi l'or continue de baisser? Pourtant, interrogez tout à chacun, vos proches, vos amis, vos collègues investisseurs. Face typiquement au risque nucléaire, l'achat de l'or physique devrait être une bonne protection. Pourtant, l'or continue de baisser. J'ai passé en revue toutes les sources d'influence de l'or. Au niveau de la demande physique, en Inde, en Chine, toutes les données récentes de la demande financière d'or, financière-financière, via les ETF, les fonds ETF, les contrats futurs, les options. J'ai passé en revue plusieurs méthodes de l'analyse technique, vague d'Elliott, Ishimoku, chartisme, pour essayer d'isoler le bon point d'entrée long terme sur l'or. Où est-il? Et in fine, j'ai réussi à isoler le facteur à attendre, la raison à attendre pour revenir à l'achat sur l'or. Au sein du catalogue de raisons et de facteurs d'influence, une seule source me semble primordiale. Et c'est ce que vous allez découvrir lors des 15 prochaines minutes. Alors, bien écoutez, pardon, pas davantage de temps. On va passer aux illustrations. Je suis très content de vous retrouver, comme chaque mercredi. J'essaye chaque mercredi dans le Fast and Forex de vous faire un suivi des thèmes majeurs sur le Forex et les matières premières. Mais là, il faut en parler parce que malgré, typiquement cette semaine, les développements géopolitiques, les référendums dans l'est de l'Ukraine, l'augmentation du risque nucléaire tactique, l'or continue de baisser, ce qui interroge beaucoup de monde. Alors, l'association de tous ces risques, peut-on enfin revenir à l'achat sur le métal jaune pour se couvrir contre l'hiver boursier annoncé? Alors, il y a un certain nombre de raisons qui agissent. Et d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par l'analyse technique. Je vais commencer par 5-6 minutes, peut-être davantage, sur les vagues d'Elliott du cours du Bitcoin, sur l'Ishimoku et l'analyse technique. Pour voir, en fait, vous allez voir, le scénario est hyper carré, c'est hyper classique. On a vraiment un bon scénario elliottiste. On est dans la dernière vague de baisse, c'est ce que je peux vous dire. L'or est actuellement dans sa dernière vague de baisse, mais son amplitude est incertaine. Il faut donc commencer à se préparer, à chercher un point d'entrée sur l'or, sauf qu'il est peut-être 100 $ plus bas, ou maintenant, à voir, on va parler de tout ça. Ensuite, associé à ce point technique d'achat de l'or, il faudra une raison fondamentale. Ne cherchez pas du côté des achats des banques centrales, de la demande de la joaillerie en Chine, en Inde. Oui, ça compte. Mais en fait, il y a une raison qui compte plus que les autres. Et en étudiant les derniers rapports du World Gold Council, j'ai réussi à l'isoler. Alors, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je ne vais pas tout de suite vous donner la réponse. Donc, voilà, le plan est sous vos yeux. Je vous laisse le lire parce que moi j'aime bien mettre en parole les choses un peu différemment et je vous laisse lire les slides, j'espère que ça vous intéresse. D'ailleurs, au passage, chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à notre chaîne, je vous en remercie et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, sachez que ça nous aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Merci. Alors, voilà, j'ai fait ma minute youtubeur, ma seconde youtubeur. On va commencer par l'analyse technique. Gold, vague d'Elliott. Fin de la vague 4 corrective. Oui, nous sommes dans une vague 4 corrective. C'est-à-dire qu'il y aura une grande 5 haussière. Sauf que cette vague 4, soit elle se termine plus ou moins maintenant, soit elle se terminera à 1500 $, ce qui est quand même beaucoup plus bas. Alors, je vais réexpliquer tout ça. On va pas faire un cours en vague d'Elliott, mais j'ai quand même résumé la plupart des éléments. Nous sommes dans une vague 4, on arrive ensuite sur les graphiques, vous inquiétez pas. Cette vague 4, elle a deux possibilités. Soit elle est en zigzag, soit elle est en flat.
Lorsqu'on regarde en bougie japonaise, on a l'impression que c'est un flat, mais non, puisqu'on vient de casser le récent plus bas. En fait, nous sommes dans un zigzag. Vous allez voir exactement pourquoi. Et c'est surtout lorsqu'on regarde en cours de clôture qu'on le voit. Une correction en 3 temps, et c'est très visuel sur le graphique, en zigzag, se fait en 5-3-5. 5 vagues pour la A, 3 pour la B, 5 pour la C. Nous sommes actuellement dans la vague 5 de la C. Et c'est donc cette amplitude qu'il faut déterminer. On passe sur les graphiques pour regarder tout ça. Et pour ce faire, je vais vous montrer un graphique qui expose les bougies japonaises tout d'abord en données mensuelles du cours de l'or. Alors déjà un graphique de long terme qui rappelle que bon, c'est une tendance haussière vieille de plusieurs décennies. Mais nous avons eu donc, là vous aviez le précédent record de 2011, le signal baissier qui avait été superbe en avril 2013, c'était une vague corrective en 3 temps. On a commencé derrière une nouvelle vague haussière, une vague 1, une 2 classique en flat, une grande 3 qui a culminé au moment du début de la crise sanitaire, et nous sommes dans une vague 4. Lorsqu'on regarde en bougie japonaise, on a l'impression que c'est un flat. Oui, parce qu'on a une vague A et une vague B qui est remontée ici au même niveau. Je vous remontre les slides. Nous avons l'impression que c'était un flat parce que nous sommes revenus au même niveau. Mais en fait, lorsque vous regardez en cours de clôture, regardez bien les cours de clôture. Le cours de clôture est là. En cours de clôture, ça s'apparente davantage à un zigzag. D'autre part, ça ne peut plus être un flat parce qu'on vient de casser le précédent plus bas de mars dernier. Ça ne peut plus être un flat. Donc c'est un zigzag. Donc 5-3-5. J'ai trouvé le 5-3-5. Nous sommes dans la 5 de la C. Maintenant, quand est-ce que cela va se terminer? C'est ce qu'on regarde. Donc nous sommes dans une vague 4. Cette vague 4 peut très bien se terminer, plus ou moins maintenant, ou à 1500 $. D'ailleurs, le point d'achat chartiste majeur. Si vous posez la question uniquement de l'analyse technique, on va regarder ensuite les fondamentaux. L'analyse technique, le chartisme de base, s'il doit donner un point d'entrée sur l'or, c'est 1520 $. Et ça veut dire qu'il faut encore attendre. Mais ça, c'est uniquement le chartisme. C'est 1520 $. Oui, c'est ça. Vous voyez bien, cet énorme niveau horizontal, le point de décrochage du printemps 2013, voilà, ce serait ce niveau. Est-ce qu'on peut faire une vague 4 qui se terminerait à 1520 $? Oui, tout à fait. Dans le cadre d'un zigzag, en 3 temps, j'ai ici appliqué les extensions de Fibo, donc la vague A, B, et là c'est une projection de l'amplitude de la A au top de la B, donc en prenant que les cours de clôture, parce que c'est un zigzag, eh bien, effectivement, l'extension théorique, c'est entre 1 et 1,61,8. Là, on est en train de casser le 1, donc voilà, on peut carrément faire une vague 4 jusque-là, et ensuite repartir à la hausse. Donc, patience sur le plan technique. On va regarder maintenant en données hebdomadaires, toujours sur cet aspect-là, le sous-décompte plus précis. Vous avez donc, alors je vous montre au passage d'ailleurs l'excellent travail fait par le site elliotwave.com, qui fait un super résumé des différents cas possibles. Nous sommes vraiment dans ce zigzag 5-3-5. Nous sommes dans cette hypothèse et moi je vous remontre ce que moi j'avais préparé ici, les extensions possibles. Nous sommes dans la vague C, d'accord, de cette grande 4, dont la cible théorique se trouve entre 1 et 1,61,8 d'extension de la A au top de la B. Eh bien, nous avons donc, dans le cadre d'un zigzag, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premières vagues de la A, 1, 2, 3 de la B. Nous sommes donc dans un 5, 3, 5 classique. Nous sommes dans la 1, 2, 3, 5e vague. Et celle-là, il y a une forme d'incertitude. Elle peut se terminer entre le prix actuel et les 1520 $. C'est dans cette zone qu'elle se terminera pour repartir à la hausse. Et ce sera lié aux fondamentaux. Mais quels fondamentaux? Quelles données fondamentales? J'ai pesé toutes les données fondamentales. Les achats d'or en Inde par l'industrie, la joaillerie, le physique en Inde, la partie financière. J'ai comparé les volumes de la demande physique et la demande financière. Je vous donne une partie de la réponse. C'est la demande financière qui écrase la demande physique. Et en particulier la demande financière d'une certaine zone géographique. Europe ou États-Unis? Bon, vous connaissez ça. Vous allez voir, la réponse arrive. Les datas sont passionnantes. Donc, nous sommes actuellement dans cette dernière jambe de baisse.
Et pour le moment, rien n'indique. Alors, un signal d'achat, ce serait redépasser la résistance à 1680 $. On n'en est pas là. Mais voilà. Donc, le point bas, j'ai voulu commencer par l'analyse technique. Le point bas, selon les vagues d'Elliott, se fera quelque part entre 1500 et 1650 $. La zone est large et on commence à entrer dans la partie haute. Que nous dit le chartisme et l'Ishimoku? Et ensuite, on passe aux fondamentaux. Alors, avant cela, un petit résumé. La performance des métaux précieux en 2022. Elle est globalement, pour les principaux métaux précieux cotés en bourse, négative. En fait, seul le palladium est en hausse. Pourquoi? Parce que le palladium, premier producteur mondial, c'est la Russie. Premier exportateur mondial, c'est la Russie. Hormis cela, les autres métaux précieux cotés en bourse, avec le plus de volume via les contrats dérivés, le platine, l'argent et l'or, suivent la dynamique de l'or qui est le leader. En baisse. On arrive aux raisons fondamentales. Donc, effectivement, dans cette année de troubles, tout le monde peut s'étonner. L'or, vous avez là donc la performance sur tout ça, l'or perd 10% depuis le début de l'année en dollars, le platine perd 12%, l'argent 22%, le palladium est en hausse, plus 12%, la ligne de 0 est là. Et là, vous avez le déclenchement de la guerre en Ukraine. Au moment de la guerre en Ukraine, regardez comme c'est intéressant. Seul le palladium s'est envolé, parce qu'il est très lié à la Russie, mais il y a eu à peine un soubresaut haussier sur les métaux précieux classiques qui s'est très vite dégonflé. Il s'est très vite dégonflé. Et lorsqu'on compare la performance de l'or aux autres classes d'actifs, oui, il baisse moins, mais il a quand même baissé. On aurait pu s'attendre à au moins une hausse. Mais c'est vrai que l'or, comparé à l'euro-dollar, au Bund, aux indices boursiers et au Bitcoin, l'or baisse 4 fois moins. Donc, d'une certaine façon, en baissant 4 fois moins, c'est une valeur refuge. Mais on s'attend quand même à ce qu'une valeur refuge soit une hausse. Bon, voilà. Alors, le chartisme et l'Ishimoku, vous allez voir, si l'analyse en vague d'Elliott, plus ou moins, est en train de nous dire qu'il faut chercher un point bas quelque part entre 1500 $ et 1650, ce qui est une zone très large où nous sommes à peine à la partie haute, le chartisme, lui, a une réponse claire. Le chartisme, et je vais repasser ici en données mensuelles, il nous dit qu'il n'y a qu'un seul point, 1522 $. C'est le seul point chartiste évident. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, l'Ishimoku en données mensuelles. Il nous dit, intéressant, une SSB à 1600 $. Alors, Ishimoku mensuel nous dit 1600 $, et ce qui pourrait correspondre à une fin de vague 4, car nous serions compris entre 1 et 1,38 d'extension de la A au top de la B, en prenant encore une fois les cours de clôture, qu'on voit bien ici en regardant la lagging span. Donc tout indique que le point bas se fera entre 1500 et 1650. Maintenant, il y a une différence entre ces deux bornes. Et il va falloir regarder les données plus court terme. Et ça, on verra ça en fonction au fur et à mesure des semaines. On va regarder maintenant les fondamentaux. J'ai réussi à isoler la donnée fondamentale qui donnera le point bas de l'or. Et ça, en regardant simplement les volumes des différentes demandes. Alors, je veux aussi vous rappeler une chose, c'est que l'or a baissé en dollars, mais l'or est quand même haussier dans la plupart des devises hors dollars. Donc oui, l'or a quand même joué son rôle refuge. Vous avez là les données Bloomberg, ICE et du World Gold Council. Vous avez la performance de l'or face à différentes monnaies. En fait, l'or a baissé face à l'or, mais l'or est en hausse face à l'euro, l'or est en hausse face au yen, l'or est en hausse face au GBP, l'or est en hausse face au franc suisse, etc. Bon, donc oui, l'or a été une valeur refuge dans certaines monnaies, mais pas face au dollar. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde les volumes de la demande financière d'or, 80% c'est aux États-Unis. Pourquoi l'or baisse? Mais c'est parce que les plus gros fonds ETF sont aux États-Unis. Et pourquoi les investisseurs institutionnels américains sont sortis des ETF Gold? À cause de la hausse du dollar. Bon, je vais vous donner la réponse. On va regarder maintenant plus précisément.
En fait, je vous donne la réponse maintenant, mais s'il vous plaît, restez, la vidéo dure encore 5-6 minutes. L'or fera son point bas le jour où le dollar américain face à un panier de devises fera son point haut. Point final. Et ça écrase, en termes de volume, la demande physique en provenance de Chine, et même en lui additionnant la demande physique en provenance d'Inde, et même en lui additionnant la demande en provenance des banques centrales. Vous allez voir. Moi, je trouve ça passionnant, cette articulation des données fondamentales avec l'analyse technique. On va regarder maintenant justement ces données fondamentales. Sur l'ensemble de l'été, fort rebond de la demande physique en Chine. Fort rebond de la demande physique en Inde. Je fais référence là à la joaillerie. Fort rebond de la demande d'or des banques centrales. Mais alors, pourquoi l'or a baissé? Poursuite de la chute libre de la demande financière d'or sur les fonds ETF états-uniens. Et voilà la réponse. La décollecte sur les ETF Gold aux États-Unis a écrasé le rebond de la demande physique d'or en Chine, en Inde, plus celle des banques centrales. Ce n'est qu'une question d'AUM, d'asset under management, de volume. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le point haut de l'or qui donnera le point bas, le point haut du dollar qui donnera le point bas de l'or. Voilà les datas. Tout vient du World Gold Council. Regardez la forte hausse de la demande d'or des banques centrales. Je n'ai pas mis ici les données, mais faites-moi confiance, j'ai lu tous les rapports. La demande physique d'or en Chine et en Inde a rebondi en août, elle a confirmé son rebond de juillet. Mais il y a eu 60% de baisse des... En fait, il y a eu une décollecte énorme. Regardez ici les fonds ETF. L'AUM, on voit que ça se fait essentiellement en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Europe. Voilà. L'énorme décollecte sur les ETF Gold aux États-Unis. Pourquoi? Quand vous leur posez la question, et ça a été les conclusions du World Gold Council, ils disent à cause de la hausse du dollar. Donc, la hausse du dollar a provoqué une décollecte sur les fonds ETF Gold aux États-Unis, dont l'AUM est tellement important qu'il écrase le rebond de la demande physique de gold en Chine et en Inde, et même si on lui ajoute la demande financière en provenance des banques centrales, qui est aussi une demande physique. Voilà le topo, Wall Street mène la danse. Et Wall Street mène la danse, et donc le dollar américain mène la danse sur le gold. C'est pour ça, ne soyez pas surpris. Alors, est-ce que maintenant, en cas de guerre nucléaire et que tout le monde se met à acheter des lingots d'or, est-ce que l'or va remonter? Écoutez, c'est même pas si évident que ça. Parce qu'en cas de guerre nucléaire, je pense que la bourse virtuelle, Wall Street, tout ça, ça va à zéro, ou ça perd 80%. Et bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça a pris une importance énorme, cette demande purement numérique d'or. Après, bon, hein, si les marchés, ne souhaitons pas ce scénario-là, mais à un moment ou à un autre, l'or jouera son rôle refuge en cas de risque systémique mondial. Donc ce sont les deux obstacles majeurs, et il est bien d'identifier une zone technique entre 1500 et 1650 $, mais il faut que ce soit conjugué à un point haut du dollar américain et à un point bas de l'or et un point haut des taux d'intérêt. Voilà, je vous rappelle ici l'évolution comparée du dollar américain face à un panier de devises DXY et l'or. Et on voit que l'or en euros, XAUR, lui, a tenu son support et est en hausse. Mais en termes de volume, c'est l'or en dollars qui écrase la demande financière. Les taux d'intérêt, je vous rappelle cette donnée, historiquement, il y a une corrélation inverse entre les taux d'intérêt réels et les taux d'intérêt nominaux avec le prix de l'once d'or. L'énorme poussée haussière de l'or de 1100 $ à 2000 $, c'était une chute des taux d'intérêt réels en blanc et nominaux en bleu turquoise. Je cite ici les taux des États-Unis, les taux long terme. La chute de l'or depuis quelques mois, c'est l'envolée des taux réels et des taux d'intérêt nominaux.
Alors, est-ce qu'il y a mieux à faire sur l'argent, le platine et le palladium? Déjà, soyez certain d'une chose, l'or est le leader, c'est le baromètre. Mais il y a des comportements relatifs différents. Alors, si j'estime qu'il y a une zone d'entrée long terme sur l'or entre 1500 et 1650, la zone est large, il y a des niveaux techniques équivalents sur platine, palladium et argent. C'est ce que je vous montre tout de suite. Alors, on repasse sur la plateforme. Regardez encore aujourd'hui les taux d'intérêt. Il faut vraiment que ça se calme, cette hausse des taux d'intérêt. Alors, oui, là au passage, la position nette des traders institutionnels sur les contrats futurs et options or, on a donc une cassure de support sur l'or récente, hein, on a cassé les plus bas de mars dernier, et on a peut-être un début de divergence sur la position nette institutionnelle, à suivre. J'actualiserai ça dans les prochains Fast and Forex. Le palladium qui a tenu grâce à son lien avec la Russie. Il y a un niveau d'achat à surveiller sur le palladium. J'ai associé ici le graphique mensuel, le chartisme mensuel et l'Ishimoku mensuel. Une zone d'entrée long terme à 1700 $. C'est vraiment la zone superbe pour un achat sur le palladium. Pour l'argent métal, c'est plus complexe, mais il y a une ultime zone de support à 17,50 $. Si on la brise, on file à 13,65, qui serait, là pour le coup, moi ici, j'achète à long terme sans aucun souci. Mais voilà, est-ce qu'on va y aller? C'est la trendline et cet énorme niveau de chartiste. Maintenant, il y a un niveau intermédiaire à 17,50. Ça se joue entre ces deux niveaux. 17,50 ou 13,60, 14 pour l'argent. Pour le platine, le seul niveau qui compte, c'est celui-là, c'est 750. Ici, le point bas de 2008, on voit vraiment cet énorme socle horizontal chartiste. Entre 750 et 800, ce fera le point bas de long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté, de m'avoir écouté. Et puis, je continuerai à faire le suivi de l'or et des métaux précieux lors des prochains Fast and Forex. Merci à toutes et à tous.